Nos smartphones, nos éoliennes, nos voitures électriques, toute notre transition numérique et écologique repose sur des métaux précieux, les terres rares. Mais leur extraction est un désastre écologique et leur recyclage un casse-tête économique. Notre prochaine invitée n'a pas accepté cette fatalité. Elle a mis au point une méthode chimique innovante pour récupérer ces métaux, une découverte qui lui a valu le prestigieux prix des jeunes inventeurs décerné par l'Office européen des brevets. Une science concrète qui change la donne. Bienvenue à Marie Perrin qui échange tout de suite avec notre modératrice de talent, Héloïse Ponce, journaliste au point, là encore sous vos applaudissements. Merci Boris, merci à tous d'être là et merci Marie surtout de vous être rendue disponible. On va parler ensemble, on va rentrer dans le vif du sujet, mais peut-être avant ça, vous avez eu la chance d'explorer déjà à 29 ans différentes thématiques, notamment au MIT. Vous avez travaillé sur la synthèse des plastiques et vous me disiez que c'était très intéressant d'un point de vue fondamental, mais que ça ne concordait pas du tout avec les problématiques que vous aspiriez à répondre. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu et peut-être nous expliquer ce qui vous a conduit à vous intéresser au recyclage des terres rares ? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à toutes et à tous et merci de me faire l'honneur de participer à cette conférence. Sur les thématiques de recherche, moi, la raison pour laquelle je suis devenue chimiste, c'est parce que c'est une science qui permet de moduler le vivant et de le comprendre. Et effectivement, dans un parcours académique, il faut faire des stages de recherche et on travaille sur des sujets de chimie fondamentale qui sont extrêmement passionnants. Mais c'est vrai qu'on peut arriver à un point où après, quand on cherche son développement de carrière et après ces différentes opportunités professionnelles, on peut vite se retrouver en dissonance cognitive sur certaines thématiques. Et je pense que c'était ce qui s'était passé. Moi, je travaillais sur la polymérisation des plastiques, donc effectivement la synthèse des plastiques. Je ne dis pas que c'est un mauvais sujet en tant que tel, parce qu'effectivement, en étudiant la polymérisation, on peut étudier la dépolymérisation. Ça commence bien. Du coup, sur des enjeux de recyclage pour le plastique notamment. Donc finalement, il y a toujours un moyen, quand on aborde une thématique, de voir finalement qu'est-ce que la science peut apporter comme solution durable aussi. Super. Alors pour entrer dans le vif du sujet, et s'il y a des néophytes dans la salle, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les terres rares concrètement et pourquoi leur séparation est si difficile en fait techniquement ? Alors oui, les terres rares, on en entend beaucoup parler actuellement et ils sont effectivement au cœur de beaucoup d'enjeux politiques, géopolitiques et économiques évidemment. Alors c'est un peu, ils ont un peu c'est des gros mots, mais ils ont des noms un peu particuliers. Donc on a néodymium, praseodymium, europium, dysprosium. Et c'est vrai que même sur des parcours académiques en chimie, même au niveau du master, c'est vrai que c'est des éléments dont on n'entend pas forcément parler, même en tant qu'étudiant. Alors que pourtant, ce sont des éléments qui ont des propriétés absolument fantastiques et c'est pour ça qu'on les retrouve dans toutes les technologies dont on dépend au quotidien. Il faut savoir que ces éléments-là, ils sont pas rares en tant que tels. Hein. La composition les concentrations dans la croûte terrestre sont relativement abondantes. Sur les terres rares légères comme le lantane et le cérium, on est aussi abondant que le cuivre. Et même sur les terres rares les moins concentrées, on va dire, on est quand même à des ordres de grandeur bien supérieurs à ce qu'on appelle vraiment les métaux rares, donc tout ce qui va être or, argent, etc. Mais par contre, c'est plus difficile de retrouver dans des zones où elles sont suffisamment concentrées pour être exploitables de façon qui soit intéressante économiquement, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on les considère rares sur les gisements qui sont exploitables, je dirais. Et puis rares aussi, elles ont été nommées comme ça au cours de leur découverte, parce que ça a été effectivement un grand casse-tête pour les chimistes qui, quand ils ont commencé à découvrir ces nouveaux éléments, finalement, il a fallu plus d'une centaine d'années pour réussir à tous les isoler et les identifier. J'invite les amoureux de l'histoire des sciences à se plonger dans la découverte des terres rares, parce qu'il y a eu effectivement plein de controverses sur des éléments qui ont après dû être renommés ou qui finalement n'existaient pas. Et la raison pour ça, alors effectivement, les techniques de chimie qui existaient à l'époque étaient quand même assez rudimentaires, mais le fait est que ces terres rares-là, elles ont des propriétés physico-chimiques qui sont quand même très semblables. Elles ont même degré d'oxydation et puis un caractère ionique qui fait qu'elles ont une chimie de coordination assez difficile à contrôler sans rentrer dans les détails. Et puis finalement, on les sépare notamment grâce à leurs différences de taille qui finalement d'une terre rare à l'autre est de l'échelle de 1 picomètre, donc la taille d'un électron. Donc c'est assez difficile et c'est pour ça que développer des procédés qui soient, on va dire, plus sélectifs, c'est un vrai enjeu pour rendre les procédés qui existent beaucoup moins gourmands en énergie, en produits chimiques et pour les rendre aussi économiquement plus intéressants.
Et alors justement, avant d'entrer dans vos travaux à vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont aujourd'hui les approches, les méthodes de recyclage industriel qui existent et quelles sont les limites justement de ces approches-là? Alors, quand on parle des terres rares, les chiffres qui sont donnés actuellement, c'est qu'on a un taux de recyclage de moins de 1%. Il y a beaucoup de raisons pour ça. Effectivement, ça a été mentionné dans l'introduction, il y a un enjeu économique qui est énorme parce que c'est un marché qui est effectivement actuellement dominé par la Chine, qui raffine actuellement plus de 92% de ces éléments-là à l'échelle mondiale. Donc effectivement, pour être compétitif d'un point de vue des prix, c'est quelque chose qui est assez difficile. Et il y a plein de leviers économiques qui peuvent être mis en place. Et il y a des discussions à l'échelle de la Commission européenne actuellement suite au Critical Raw Material Act, justement pour renforcer la souveraineté européenne sur ces thématiques des métaux critiques. Après, du coup, on va dire les solutions de recyclage, finalement, ça va être les mêmes procédés chimiques qui sont utilisés actuellement pour le raffinage des minerais. Donc finalement, une technique de séparation qu'on peut utiliser sur des minerais, on peut l'appliquer à d'autres entrants, avec cette particularité-là que un procédé chimique, par définition, la composition de l'entrant va forcément affecter le procédé et puis affecter ce qui en sort aussi. Donc il y a un vrai enjeu en termes d'innovation de prendre ces procédés-là qui existent déjà et de les adapter à des sources de terres rares secondaires. Et ça, on a des leaders en France, notamment avec l'usine de Carester qui est en train d'ouvrir à Lac, à côté de Pau, et puis Magrisource pour les aimants plutôt vers Grenoble. Donc, et évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais l'usine de Solvay à La Rochelle qui raffine les terres rares depuis les années 1950 quand même. Donc, on avait vraiment des très gros acteurs et puis un savoir-faire qui est très important aussi. Et puis, évidemment, l'impact que l'innovation peut apporter aussi en finalement cherchant de nouveaux procédés, de nouvelles façons de séparer et de pouvoir valoriser ces éléments-là. Super. Et alors justement, on va parler de votre procédé, votre approche bio-inspirée qui est passionnante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi elle consiste? Qu'est-ce que vous avez découvert? Comment vous optimisez ça? Ah oui, moi je suis une grande fan de la bio-inspiration parce que je pense qu'il y a des choses qu'on peut découvrir dans les systèmes naturels qui sont absolument fascinantes. Et c'est pour ça que ces interfaces de disciplines, elles sont tellement importantes entre la biologie, la chimie, la physique, les mathématiques, on entendait parler avant. Et du coup, effectivement, dans le laboratoire de recherche où j'ai fait mon doctorat, donc dans l'équipe du professeur Victor Mougel, la bio-inspiration est vraiment clé, c'est-à-dire qu'on est des chimistes. Donc l'idée, c'est de comprendre le travail des biologistes et de savoir comment est-ce qu'en tant que chimiste, on peut répliquer de façon synthétique des structures ou des propriétés qu'on observe dans les systèmes vivants. Et c'est effectivement de là que mon sujet de doctorat était parti. C'est ce qu'on peut utiliser ces petites molécules bio-inspirées, donc métallosoufrées qu'on retrouve dans énormément d'enzymes naturelles et qui sont vraiment au cœur de transformations qui sont clés pour le vivant, que ce soit la synthèse des engrais ou la respiration ou autre. Et l'idée, c'était de voir est-ce qu'on peut combiner ces systèmes-là avec des terres rares. Et pour justement, l'objectif initial, c'était pas forcément de regarder la séparation et le recyclage, mais c'était de pouvoir développer de nouvelles propriétés pour ces éléments-là, des nouveaux matériaux, etc. Et on s'est rendu compte, effectivement, que ces molécules-là, elles avaient la propriété de distinguer assez finement, finalement, les différentes terres rares en fonction de leur taille, et ce qui permettait, du coup, de les séparer sur des propriétés de solubilité qui sont assez différentes. Et quand on s'est rendu compte de cette propriété-là, et c'est ça la beauté de la recherche fondamentale aussi, c'est que finalement on finit très souvent par trouver des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et ce qui est très important derrière ça, c'est cette curiosité de toujours questionner et de toujours aller creuser finalement même les expériences où on se dit ça, il y a quelque chose quand même à aller gratter. Et c'est un peu de là qu'est née cette innovation-là. Et puis après, on a commencé à adapter cette propriété, à l'étudier sur des systèmes modèles. Et c'est là qu'on a vu que ça fonctionnait quand même sur des ordres de grandeur bien supérieurs à ce qui se faisait dans l'industrie. Et donc, c'est là qu'on a décidé de l'appliquer après à des systèmes réels. Mais je pense que cet aspect de toujours questionner les résultats qu'on observe, et je pense que c'était une bonne expérience pour moi aussi. Le premier élément auquel on s'est attaqué, qui était du coup l'europium. Alors, il a des propriétés qui sont un peu différentes
différente par rapport aux autres terres rares qui sont des propriétés redox qui lui sont propres. Et c'était une expérience que je répétais et je ne comprenais pas pourquoi il ne se comportait pas du tout comme les autres éléments. Et finalement, je pensais que c'était une expérience ratée. Et je me suis remise en question et j'ai recommencé jusqu'à ce qu'on finisse par comprendre qu'en fait, c'était des propriétés auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Et après, creuser et développer des expériences pour comprendre finalement comment ça fonctionnait. Donc je pense que ça montre aussi que derrière des expériences ratées, parfois il y a des belles découvertes à faire aussi. Oui, c'est super. Et un fun fact, un élément amusant, c'est qu'après avoir testé, comme vous disiez, sur des modèles, votre système, vous êtes passé en système réel. Donc, vous êtes allé chercher des ampoules fluorescentes dans les poubelles de tri du centre de tri de l'ETH. Ah, interdit à dire. Bon, désolé. Et donc, la grande surprise, c'était que le système restait super efficace. En quoi c'était un enjeu de passer sur des systèmes réels? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez procédé? C'est un enjeu qui est majeur et je pense que j'avais beaucoup de chance parce qu'effectivement, mon directeur de thèse, lui, était très orienté vers l'application. Et donc, effectivement, on fait de la recherche fondamentale pour développer des nouveaux systèmes. Mais ce passage entre le laboratoire et l'application dans le monde réel, finalement, elle est souvent très difficile à franchir parce qu'on est sur des systèmes extrêmement complexes. Donc, effectivement, nos premiers résultats, ils étaient incroyables, mais on regardait un système à 2 éléments. Quand on traite des déchets d'ampoules, on est sur plus d'une vingtaine. Enfin, au final, toutes les technologies qu'on utilise au quotidien, on a quasiment l'intégralité du tableau périodique qui se retrouvent à l'intérieur. Donc avec ces enjeux-là de finalement comment on arrive à valoriser certains éléments et à réussir à les séparer les uns des autres. Donc effectivement, ça a été une belle réussite sur cette ampoule, réussir à illustrer finalement que le procédé fonctionnait quand même. Et après, il y a encore un autre enjeu qui est vraiment sur le passage à l'échelle supérieure. Donc actuellement, on travaille effectivement avec des recycleurs qui peuvent fournir cette poudre d'ampoule à beaucoup plus grande échelle, où là, finalement, on gagne en complexité parce que c'est pas une ampoule, c'est des centaines d'ampoules différentes avec effectivement des fabricants qui utilisent des compositions différentes. Donc on se retrouve vraiment avec des systèmes extrêmement complexes. Et là, c'est des nouveaux enjeux qui se posent effectivement. Bien sûr. Et alors, vous avez commencé, c'est ce que vous disiez, à travailler sur l'europium, sur ces poudres d'ampoules. Est-ce que vous pourriez appliquer votre procédé un jour à d'autres éléments, objets? Alors oui, après les terres rares en soi, on en parle comme un groupe uni, mais elles ne sont pas du tout toutes équivalentes les unes aux autres, pour la bonne raison que déjà, on ne les retrouve pas dans les mêmes concentrations. Donc il y a des terres rares qui sont effectivement beaucoup plus abondantes et du coup beaucoup moins chères aussi que d'autres. Et puis en termes d'application aussi, on va avoir des terres rares qui ont des propriétés magnétiques très intéressantes, ou l'europium des propriétés luminescentes très intéressantes. Et donc selon les domaines d'application et selon les sources de déchets secondaires qu'on va traiter, on ne s'attaque pas du tout aux mêmes éléments. Donc il y a un intérêt d'identifier finalement ces gisements secondaires où on va retrouver certaines terres rares et pas d'autres, et puis comprendre dans quel domaine c'est intéressant de pouvoir les réinjecter aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de travail qui se fait actuellement sur les aimants permanents à base de terres rares, parce qu'il y a un enjeu en termes de pourcentage de départ de marché. Les aimants, ça représente à peu près 40% des usages des terres rares. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Après, on retrouve des terres rares dans plein de procédés industriels. Donc ça, c'est aussi des gisements à aller chercher qui peuvent être intéressants à exploiter. Parce que finalement, le recyclage, c'est un maillon qui est essentiel justement pour apporter finalement cette souveraineté et cette indépendance sur ces métaux critiques. Mais en soi, la demande est prévue pour augmenter. Enfin, les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, c'est que d'ici 2040, on va faire x7 sur la demande en terres rares, justement pour nourrir la transition énergétique et la transition digitale. Donc, c'est des éléments dont on va avoir de plus en plus besoin. Donc, le recyclage, ça répond effectivement à une partie de la demande, mais on ne pourra pas sortir indéfiniment de l'extraction minière non plus. Donc, il y a des enjeux de sobriété qui sont très importants. Finalement, il y a certains secteurs où les terres rares vont être très peu substituables. Et donc, quel secteur il faut favoriser les uns par rapport aux autres? C'est des enjeux qui sont très difficiles. Ouais. Ouais. On sait déjà quel secteur typiquement, le médical ou la défense, ça va être des secteurs qui actuellement sont priorisés, évidemment. D'accord. Alors justement, il y a l'enjeu pour vous, votre solution Ericover, votre start-up, de passer à échelle, puisque aujourd'hui vous travaillez donc à l'échelle du gramme. Les besoins industriels, comme vous le disiez, se comptent en tonnes.
c'est quoi les principaux défis techniques, scientifiques pour passer à l'échelle? J'imagine que c'est pas une mince affaire. Non, il y en a plein et alors, les enjeux, ils sont multiples. Mais moi, je le vois comme une aventure et puis on progresse palier par palier. Moi, effectivement, j'ai fini mon doctorat il y a 1 an. Donc là, ça fait 1 an que je fais partie de l'incubateur de l'ETH de Zurich en Suisse. Donc on est une toute petite équipe. Enfin, j'ai été très longtemps seule au laboratoire. Donc il y a aussi cet enjeu de recruter des talents et de travailler sur ce développement pour passer à l'échelle. Donc j'ai la chance d'avoir des étudiants qui étaient formidables jusqu'à présent. Donc voilà, maintenant il faut faire grandir l'équipe pour pouvoir travailler et sur la mise à l'échelle du procédé. Donc ça, c'est un premier point. Mais aussi continuer à explorer des sources secondaires de terres rares pour justement pouvoir tester le procédé sur plein d'entrants différents et montrer à quel point il peut être versatile. Et alors, contrairement aux grosses usines, aux grosses structures qui sont nécessaires aujourd'hui pour les procédés de recyclage, vous envisagez, vous me disiez, des petites usines modulaires qui sont déployables chez les recycleurs, chez les industriels. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle forme ça prendrait ? Oui, ça c'est la vision qu'on a pour le procédé, parce qu'effectivement, comme on est beaucoup plus sélectif que les procédés qui existent actuellement, on peut finalement réussir à compacter le procédé sur cette échelle du conteneur, avec cette volonté justement d'apporter de l'indépendance directement aux producteurs et aux recycleurs pour pouvoir leur permettre de valoriser des choses qui actuellement sont pas valorisées et qui coûtent cher à traiter. Donc je pense que cette implémentation locale qui va vraiment aussi viser un certain type de déchets. Elle permet aussi d'éviter tout le transport ou le stockage de gros flux qui doivent être rapatriés sur un centre de séparation. Donc c'est un pari qui fonctionne pour pour beaucoup de startups dans d'autres secteurs. Sur le recyclage des plastiques notamment, on a vu cette solution-là se développer. Donc voilà, on va essayer d'appliquer ça au recyclage des métaux. Et alors, vous avez un objectif d'entrée sur le marché ambitieux, puisque je crois que c'est 2030, si je ne dis pas de bêtises. Mais en effet, on peut peut-être entrer un petit peu plus dans le détail. Le contexte européen joue en votre faveur, puisqu'il y a un vrai enjeu de souveraineté industrielle, en fait, derrière tout ça. Oui, c'est ce que je disais avec le Critical Raw Material Act qui donne des objectifs pour 2030. Donc on essaie de s'aligner avec ça aussi, qu'en termes de production européenne, que 25% de la demande européenne soit remplie par le recyclage. Donc effectivement, c'est des chiffres qui sont très ambitieux, mais qui encore une fois sont nécessaires parce qu'on est dans un monde où effectivement les conditions géopolitiques et les accords qu'on peut avoir d'un pays à l'autre, on voit que ça peut changer assez rapidement. Et je pense qu'il y a cet enjeu d'indépendance stratégique qui est vraiment clé. Et pendant trop longtemps, on a laissé à d'autres pays l'exploitation de ces métaux dont on se sert tous au quotidien. On a tous dans la poche un téléphone qui est rempli de terres rares et d'autres métaux critiques. Donc la question, c'est aussi de prendre la responsabilité de l'utilisation de ces métaux-là et de ces ressources-là et de se les réapproprier finalement. Et alors, si vous projetez dans 10 ans avec votre procédé, où est-ce que vous imaginez, où est-ce que vous rêvez d'être C'est une bonne question. Je pense que déjà, si on arrive à apporter cette solution-là à des partenaires industriels et vraiment commencer à pouvoir produire en Europe des produits à base de terres rares recyclées en Europe, ce serait un très beau défi accompli. Après, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et justement, nous, on évolue au fur et à mesure que ces régulations-là se mettent en place aussi. Parce qu'avec cet acte-là de la Commission, c'est des objectifs. Mais maintenant, il y a effectivement énormément de leviers qui sont en train de se mettre en place. Ça peut être des prix planchers, ça peut être du stockpile. Donc nous, le but, c'est effectivement de naviguer ces nouvelles régulations-là et les différents acteurs à l'échelle européenne aussi pour comprendre où, nous, notre technologie peut être la mieux valorisée finalement. Et il n'y a pas une solution unique. Je pense que tous ces acteurs-là, ils sont vraiment clés pour viser certaines sources de déchets qui actuellement ne sont pas valorisées. Super, merci Marie. Alors, avant de laisser un petit peu la parole au public, je voulais parler un petit peu de vous, parce que c'est vrai que vous avez un parcours très impressionnant du haut de vos 29 ans. Vous êtes né à Houston dans une famille où la science était déjà omniprésente partout. Est-ce que votre parcours vers la chimie, c'était une évidence pour vous, ou il y a eu un déclic à un moment? Comment ça s'est passé pour vous?
Alors moi j'ai eu une chance fantastique, effectivement mes parents étaient scientifiques, donc on a baigné avec mes frères et sœurs dans ce milieu-là, on a grandi en regardant C'est pas sorcier, enfin je pense que cette curiosité-là elle était toujours présente, mais je pense que s'il y a un moment clé où cette soif de curiosité et cette valorisation de la curiosité, elle est hyper importante, et c'est effectivement au stade de l'enseignement, et je pense que le Paris-Saclay en est une représentation, on va dire, en termes d'excellence sur les études secondaires, mais ça commence vraiment dans les petites classes et au collège, au lycée. Je pense que quand on entend des parcours de scientifiques qui disent pourquoi est-ce que vous avez fait de la science, très souvent ça va être j'ai eu un professeur qui m'a passionné pour les mathématiques, pour la biologie, ou ça va être aussi parce que effectivement le cursus très académique, où on va avoir des cours magistraux, parfois il manque de ce côté tangible que les sciences expérimentales ont, et il y a plein d'autres on va dire événements. Je pense il me semble qu'il y a au Paris-Saclay Summit le concours Kangourou, qui est une belle illustration de ces projets-là qu'on peut suivre en tant qu'étudiant pour finalement avoir accès un peu plus en détail à certaines disciplines. Donc concours Kangourou pour les mathématiques. Moi, quand j'étais au lycée, j'étais dans la filière sciences de l'ingénieur, et j'avais eu la chance de pouvoir participer aux Olympiades. Donc c'est pour toutes les thématiques scientifiques, en physique, en chimie, pour les sciences de l'ingénieur, effectivement, où ces Olympiades-là, en fait, elles permettent, même quand on est étudiant, donc quand on a fait ça, j'avais 16 ans, on construisait notre propre robot. Moi, j'incluais une partie de chimie à l'intérieur, et en fait, c'est d'avoir ce côté vraiment tangible et expérimental de la science. Je pense que c'est là aussi qu'il y a beaucoup de vocations qui se créent. C'est pour ça que ces programmes-là, ils sont extrêmement importants, mais pour donner cet accès-là aux étudiants, et je pense que c'est comme ça qu'on finit par se passionner pour une science aussi. Moi, j'avais un tout premier projet de recherche, ça c'était un peu plus tard, c'était en classe préparatoire, où on étudiait des complexes de cuivre qui étaient ce qu'on appelle thermochromiques, donc qui changeaient de couleur en fonction de la température. Et à l'époque, on avait 18 ans et on avait contacté un chercheur du CNRS à Toulouse, là où j'ai fait mes études, et qui nous avait très gentiment accueillis dans son laboratoire, et on avait pu mesurer des structures aux rayons X. Enfin, je veux dire, pour quelqu'un à cet âge-là, ça a été une expérience qui était absolument magique, et je pense que c'est ça qui a initié aussi cette envie de se dire moi aussi je veux être chercheuse et je veux pouvoir faire ces choses-là. Et donc maintenant c'est quelque chose que j'essaie de redonner aussi. Donc quand je suis contactée par des étudiants, justement de pouvoir partager qu'est-ce que c'est ce quotidien de chercheur, à quoi ça ressemble, et je pense que ça peut effectivement donner envie à des nouvelles générations de se lancer là-dedans aussi. Je confirme, ça donne envie. On espère que pour les jeunes filles aussi. Merci beaucoup Marie Perrin, on vous applaudit. Et comme nous avons un petit peu de temps devant nous, on va en profiter pour prendre vos questions. Est-ce qu'il y a une courageuse, un courageux? Vous levez la main. Oui, là-bas. On va tout de suite vous tendre un micro, monsieur, pour vous entendre clairement sur le streaming et en direct. C'est à vous. Merci. Bravo. Alors j'ai une question quand même. Dans l'éclairage, on utilise, que ce soit pour les tubes fluorescents qui ont disparu maintenant ou pour les LED qui les ont remplacés, 3 terres rares ou 4. On a essayé dans le passé de les recycler. Le problème, c'est que c'était beaucoup plus coûteux que d'acheter des terres rares fraîches. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de plus pour rendre le procédé rentable ? Merci beaucoup pour votre question. Alors, il y a plusieurs enjeux derrière cette question. Il y a effectivement, en termes de développement technologique sur les éclairages, nous, effectivement, on se focalisait sur les lampes fluorocompactes qui contenaient beaucoup de terres rares. Et effectivement, on a changé de technologie sur les technologies LED. On utilise encore des terres rares, mais en plus petite quantité, qui rend le recyclage, du coup, économiquement très, très difficile. Donc, il y a ces enjeux en termes de substitution et de sobriété qui est toujours difficile à naviguer, parce que sur un composé qui va être très riche en terres rares, il va y avoir une volonté de le recycler, et plus on diminue cette teneur, plus finalement le recyclage est difficile. Donc merci pour cette question, parce que ça permet de pointer cet aspect-là. En termes de rentabilité, nous, c'est encore, comme on travaille à l'échelle de laboratoire, c'est encore des questions qu'on se pose, et en termes de coût économique et en termes d'impact environnemental, évidemment. L'enjeu, c'est que si on a un procédé qui est plus sélectif, on arrive vraiment à limiter le nombre d'étapes qui sont nécessaires pour obtenir des terres rares purifiées. Et donc forcément, on est censé
coupé en termes d'impact coût également. Donc c'est cet angle-là qu'on utilise. Mais évidemment, l'aspect technologique seul ne sera pas du tout suffisant. Et on le voit actuellement, il faut des leviers économiques qui se mettent en place. C'est en train de se faire, on va dire, lentement mais sûrement à l'échelle européenne. Les Américains, pour le coup, sont beaucoup plus rapides. Ils ont déjà établi un prix plancher qui est subventionné par le gouvernement. Finalement, c'est ce que fait la Chine aussi. Donc, pour pouvoir jouer à marché égal, il faut se donner les mêmes armes. Bonjour. Est-ce que, alors là, on a parlé de rentabilité économique, j'aimerais parler de rentabilité plutôt matériaux et performance. Est-ce que les produits recyclés par votre procédé seront tout aussi efficaces que les produits déjà extraits et purifiés par les procédés C'est une excellente question, merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas touché sur en termes de définition de ce qu'on peut faire dans le recyclage. Il y a ce qu'on appelle effectivement le recyclage en boucle courte, qui va viser par exemple sur du recyclage des aimants, à prendre de la poudre magnétique et à la traiter pour pouvoir refabriquer directement des aimants. Et effectivement, là, il y a des enjeux en termes de qualité du produit qu'on peut fournir qui sont très importants. Nous, effectivement, on s'attaque à ce qu'on appelle le recyclage en boucle longue. Donc, le but, c'est vraiment de retourner aux éléments constitutifs. Donc, à partir d'une ampoule, retourner à de l'oxyde de l'europium qui, après, peut être réutilisé pour diverses applications, avec effectivement le seul cahier des charges qu'il faut obtenir un élément d'une certaine pureté selon l'application qu'on vise. Donc, ces deux types de recyclage, en cycle court ou en cycle long, ils ont des avantages et des inconvénients. Donc, il y a certains flux où ça va être plus intéressant de faire du recyclage en cycle court et certains flux en cycle long. Donc les deux approches sont très complémentaires et très compatibles. Mais non, nous on est effectivement on retourne à l'échelle élémentaire. Donc c'est un peu sur l'analogie sur le recyclage du plastique, c'est-à-dire qu'on fait pas, actuellement c'est du recyclage en cycle court, c'est-à-dire qu'on fond les plastiques et on refabrique à partir de là. Ce serait d'aller à l'échelle du monomère et de pouvoir après resynthétiser des plastiques de la même qualité que des plastiques vierges. Même chose pour les métaux. Une autre question. Merci pour vos explications, c'était très clair. Vous avez parlé de l'abondance de certaines terres rares et puis vous avez parlé de métaux aussi. Donc si j'ai bien compris, ce sont des métaux qui ne sont pas rares. Donc pourquoi le terme de terre rare? Et deuxième question, c'est qu'est-ce qui relie les différentes molécules de terres rares entre elles? Pourquoi on les appelle terres rares et pourquoi pas autrement? Merci beaucoup, c'est une très bonne question aussi en termes de définition. Elles ont été appelées rares au moment de leur découverte. Alors terre parce qu'elles se comportaient comme d'autres oxydes de magnésium ou de calcium que les chimistes appelaient à l'époque terre. Et rares parce que du coup, finalement, on a eu du mal à les isoler aussi. Et puis rares d'un point de vue de concentration de gisements. Et finalement, rares aussi en termes de nous, dans nos approvisionnements et nos chaînes de valeur. Donc, elles sont rares pour plein de raisons différentes. Qu'est-ce qui les lie entre elles? Cette famille-là, elle se compose du coup de 17 éléments du tableau périodique. On a la famille des lanthanides, donc qui est sur cette ligne en bas du tableau périodique, plus le scandium et l'yttrium. Sachant que dans les lanthanides, il y a une terre rare, le prométhium, qui n'est pas stable, qui n'a pas d'isotope stable, donc qui n'existe pas, qui est synthétisé en laboratoire, mais qu'on ne retrouve pas dans la nature. Et tous ces éléments-là, en fait, on les retrouve dans les mêmes gisements géologiques, que ce soit sur des argiles ou sur d'autres types de gisements. En fait, on va les retrouver ensemble, ce qui illustre aussi la difficulté pour les séparer, parce que la Terre, même après des millions d'années de processus géologiques, a finalement pas réussi à créer des gisements de néodyme, des gisements d'europium. Donc, on les retrouve mélangés toutes ensemble avec cette difficulté-là de les séparer, sachant qu'elles ont des propriétés similaires en termes de la chimie, donc pour les séparer, mais par contre leur composition électronique va être très différente, et c'est pour ça qu'elles ont des propriétés, certaines magnétiques, certaines luminescentes, certaines les deux, des propriétés catalytiques, etc., qui vont vraiment être propres à chaque terre rare. Donc on parle de la famille des terres rares en général, mais en fait chaque terre rare, et c'est vrai pour tous les métaux critiques d'ailleurs, va avoir des enjeux très différents. C'est pas les mêmes enjeux qu'on a sur la géopolitique du lithium que sur celle du cobalt. Donc vraiment on a tendance à mettre dans un même sac tous les métaux critiques dont les terres rares, mais en fait chaque élément va vraiment avoir ses spécificités. Dernière question, monsieur Devant. Oui, merci. On vous entend. Ah, vous m'entendez, d'accord. Merci beaucoup et bravo. Vous avez parlé d'un enjeu de souveraineté.
Et je voulais savoir ce qui était fait, peut-être à votre niveau ou à d'autres niveaux, pour, entre guillemets, éviter que vos innovations ne soient reprises par des Américains, des Chinois ou qui que ce soit, et échappent à la souveraineté européenne. Voilà, merci. Merci pour votre question. C'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas traité, mais sur la protection intellectuelle, qui est un élément clé. Alors ça ne fait pas tout, évidemment, mais il y a cette idée que derrière toute innovation, pouvoir breveter une technologie, ça apporte quand même une certaine protection à l'échelle globale. Et c'est des enjeux qui sont vraiment clés. Et je pense que ça a été assez une dualité dans mon parcours académique, où c'est vrai que dans un cursus académique, dans un doctorat, on ne va pas forcément valoriser la publication de brevets, parce que sur un parcours académique, c'est publish or perish, et il faut effectivement publier dans des revues scientifiques, avec ce paradoxe-là que finalement, les deux sont assez incompatibles. Ça a été le cas pendant ma thèse. Je n'ai pas pu publier jusqu'à la fin de ma thèse, parce qu'il a fallu effectivement que le brevet soit déposé et accepté avant qu'on puisse divulguer toute information. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont encore assez peu matures, d'avoir d'avoir plus d'apprentissage et plus de connaissances sur ce qu'est le monde de l'innovation et des brevets à l'échelle des étudiants, pouvoir informer plus sur ces sujets-là. Alors je sais que l'Office des brevets européens fait beaucoup de choses pour ça, mais je pense qu'il y a encore un manque à gagner sur ce qu'on sait de l'innovation et comment on peut l'appliquer. Donc c'est une très bonne question. Donc on est sur la propriété intellectuelle, c'est ça qu'on fait, et développer localement le procédé et travailler avec des industriels qui finalement fabriquent en Europe. Merci encore Marie Perrin, vous repartez sous les applaudissements, merci à vous. Et je vous propose qu'on se retrouve juste après le déjeuner pour justement une session intitulée Femmes et sciences, comment améliorer la représentation des femmes dans les filières scientifiques et techniques. À tout à l'heure.